Hello et bienvenue dans un nouveau vlog lecture. Je vous prends aujourd'hui, je crois qu'on est mardi 11 février, je crois. Hier je vous ai publié ma vidéo qui vous montrait en 1h30. Vraiment vous êtes courageux ceux qui l'avaient regardé en entier, je ne sais pas si vous êtes nombreux. Mais je vous ai publié ma vidéo où je vous montrais un petit peu comment je lisais, puisque on me pose tellement souvent cette question: comment fais-tu pour lire autant? Comme je ne le savais pas vraiment moi-même, je vous ai filmé un petit peu tous les moments où je trouve du temps pour lire. Et finalement, en une semaine, j'en trouve pas mal. Certes, il y a le livre audio qui m'appuie pas mal dans mes tâches quotidiennes de maison. Donc ça, c'est clair. Et puis je m'octroie des moments. Donc voilà, je vous ai répondu en vidéo. Je vous mettrai peut-être le petit i ici. Mais en tout cas, vous trouvez cette vidéo sur ma chaîne YouTube sans problème. Alors, aujourd'hui on va reprendre une vidéo toute simple, je voulais juste l'ouvrir rapidement parce que après je voudrais filmer peut-être ma vidéo des tomes 1 de ma pile à lire, parce que j'aime bien, et puis surtout vous montrer un petit peu tout ce que j'ai et comment est-ce que je vais tenter de m'organiser pour les lire. Alors, en ce moment j'ai dans mes oreilles La planète des singes de Pierre Boulle, que je devrais terminer rapidement, puisque ensuite on va commencer à lire le manuscrit inachevé avec Marlène Minimalou. Et du coup, je crois qu'on commence vers le 14 ou le 15. Bon, moi, comme ça sera une lecture audio, ça va être un peu différent de la lecture qu'elle va faire, elle, en papier. Mais j'ai prévu de le lire comme ça, parce que j'aime beaucoup lire les thrillers et les polars en audio. Je trouve ça très chouette. Mais j'ai aussi un autre polar, mais pas en audio cette fois. C'est le second tome de la saga Jack Caffery de Mo Hayder avec L'Homme du Soir, ici chez Pocket. J'en suis à un peu plus de la moitié. Celui-ci, je ne l'écoute pas parce que j'adore la plume de Mo Hayder et je prends vraiment beaucoup de plaisir à le lire. C'est extrêmement sombre. J'aime beaucoup. Voilà. Je viendrai vous en parler quand je l'aurai terminé. Sinon, en parallèle, j'ai plusieurs choses. J'ai une lecture d'essai qui s'appelle Livre de je ne sais plus qui. Je vous mettrai la petite photo ici. Je devrais pouvoir le terminer peut-être dans cette vidéo. On verra. Peut-être... je ne sais pas en fait. Je ne prévois pas ce genre de choses à l'avance. Voilà. J'ai une lecture au long cours que j'ai commencé également. C'est Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, que je lis un petit peu tous les jours. J'ai lu juste ça. Vous voyez tous les petits marque-pages. C'est les petites parties quand j'essaie de l'avancer. C'est pas une lecture facile pour moi, mais c'est parfois une lecture terriblement belle. Le sujet de la guerre, qui est vraiment le sujet central. Et puis le sujet de la guerre et des hommes. Des hommes et de la guerre, de l'humanité, de la déshumanité de la guerre, déshumanisme, ça sera peut-être mieux. Voilà, illustré par l'incroyable Jacques Tardy, qui effectivement est parfait pour illustrer ce texte qui est extrêmement sombre et en même temps presque grotesque. Et j'aimerais vous montrer quand même, parce que parfois il fait des doubles pages, j'aimerais vous en montrer une. Celle où il se balade avec sa mère, là, juste avant que j'ai lu. Voilà. Voilà, on est dans un Paris des années 20 ou 30. Non, bah non, on est en pleine Seconde Guerre mondiale, je pense. Voilà. En fait, il est question de la guerre, mais sans dire précisément laquelle, et comme c'est écrit dans les années 30, c'est certainement la Seconde Guerre mondiale. Voilà, dans un Paris froid, triste, gris, voilà. Où la folie humaine est présente à chaque coin de porte. Voilà. Ensuite, j'ai lu... Ah oui, alors non, je suis en train de lire, et je vais le terminer aujourd'hui ou demain,
Monique s'évade d'Édouard Louis que j'ai emprunté à la bibliothèque, qui est un texte très court qui m'a été recommandé par ma maman. Notamment, j'en ai parlé avec elle aujourd'hui, donc ça me fait sourire, c'est pour ça. Elle me dit qu'elle a lu l'effondrement il y a peu et que c'était assez impressionnant. Moi, j'aime beaucoup pour le moment, j'attends de finir. Voilà, je pense que je peux avoir envie de lire d'autres choses de lui. J'attends de finir pour pouvoir vous donner vraiment mon avis final. Et en graphique, j'ai lu hier le premier tome de She Wasn't a Guy de Sumiko Arai chez Mangetsu et j'ai commencé ce matin le second tome. Pour le moment, ce sont les deux seules sorties. C'est sympa ces couvertures. Hein. C'est un shoujo ai. Alors je sais pas, j'ai vu ça shoujo ai. Faut que j'aille voir ce que c'est la différence entre shoujo et shoujo ai. Peut-être parce que ai, c'est parce que ce sont deux femmes. Peut-être. Voilà, c'est une histoire d'amour entre deux femmes. Je viendrai vous en parler quand j'aurai fini le deuxième. Voilà quelles sont mes lectures. Ah oui, et puis en e-book, j'ai La Fortune des Rougons, mais je ne l'aurai pas terminé, je pense, sur cette vidéo-là. Donc c'est le premier tome. C'est un tome 1 de la grande saga de notre Émile Zola, la saga des Rougon-Macquart. Donc voilà, donc je viendrai vous en parler un peu plus tard. Donc je voulais ouvrir là, on verra combien de temps je mets pour lire tout ça. Je pense que je viendrai clore cette vidéo, non pas forcément lundi prochain, je ne fais pas sur une semaine, mais quand j'aurai lu 3 ou 4 romans, on sera bien. Quand je vous les aurai chroniqués, je trouve que c'est un bon rythme, histoire que la vidéo soit pas trop longue. Donc c'est parti, je vais vous laisser là, on se retrouve avec une prochaine chronique tout juste après. On est jeudi, il faut que je vous prenne parce que voilà, j'ai pas pu vous prendre avant parce que il y a des travaux à côté de chez moi. Genre, vous voyez là, le vélo, l'appartement. Juste derrière, on aperçoit, je sais pas si vous apercevez là. Non, Eve, là, il y a une bâche. Et donc, ils font des travaux. Et ils sont en train d'enlever toute la façade du logement qui est à côté. Et ça fait un bruit de fou. Donc, quand ils arrêtent, bah, j'en profite pour filmer un petit peu. Alors, je vais vous parler de ce que j'ai lu. Parce que j'ai lu quand même des choses. C'est un coup de l'eau. Oh. Je baille d'abord et ensuite je vous parle. Alors, déjà, j'ai lu les 2 premiers tomes pour le moment sortis de She Wasn't a Guy de Sumiko Arai chez Mangetsu. Dans un graphique qui exploite de façon étonnante le vert. Voilà. C'est un shoujo ai, je pense que ça veut dire que c'est une histoire d'amour entre 2 femmes. Mais ce qui est étonnant, c'est que au départ, donc elle tombe amoureuse. Elle a dit, je vais aller voir. Elle a un crush en fait dans une boutique de vinyle ou enfin, comment on appelle ça. Ouais, bah là où on vend des disques et des CD, etc. Bref. Voilà, elle va voir, elle va souvent là-bas parce que elle voit ce gars-là, pensant que c'est un garçon. Et en fait, c'est pas un garçon, c'est une fille de sa classe qui s'habille complètement différemment quand elle est au lycée que quand elle est avec son oncle, parce qu'en fait la boutique appartient à son oncle, et donc elle l'aide. Et elle la reconnaît, et en fait elle se rend compte que... contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette nana, qui est quand même genre une des nanas les plus jolies du lycée, en fait, elle a des goûts musicaux vraiment différents des autres, et par ce biais, elles vont se rapprocher, sauf qu'il y a le secret qui grossit, et qui va leur exploser un peu à la figure. Et la suite, bah c'est la suite, je peux pas trop vous en parler.
Alors j'ai bien aimé, franchement c'était vachement bien, j'ai compris pourquoi Joseph aimait beaucoup, parce qu'on est quand même pas mal sur les nuances. C'est aussi très humoristique parce que donc on a des bulles, mais on a pas mal de choses à côté qui sortent de la tête de nos protagonistes, donc leurs petites pensées qui sont souvent décalées par rapport aux propos, donc ça c'est plutôt sympa. C'est ouais, c'est haut en couleur, le fait que le vert soit en dessous aussi, je trouve ça sympa. Il est utilisé aussi de façon, je sais pas, je trouve assez dynamique dans le texte. Ça apporte du dynamisme dans le texte. Je sais pas comment la personne a réussi à faire ça, mais ça fonctionne. Donc j'ai bien aimé. C'était plutôt chouette, je vous conseille. Ensuite, j'ai lu 2 livres que j'ai empruntés à la bibliothèque. Déjà, Monique s'évade d'Édouard Louis. Enfin, j'ai découvert la plume d'Édouard Louis, ici édité au Seuil. Je sais pas s'il l'a écrit avant, je pense qu'il l'a écrit avant l'effondrement, mais est-ce qu'il l'a écrit avant, juste avant, je ne sais pas. C'est pas le premier texte qu'il écrit sur sa mère, mais c'est vraiment un texte qui parle de sa mère. C'est un texte viscéral, une autofiction, enfin, je sais pas, oui c'est ça, une autofiction, pas vraiment, parce qu'en fait c'est vraiment, il va raconter de son point de vue comment sa mère est partie de la relation toxique qu'elle avait avec la nouvelle personne avec laquelle elle partageait sa vie. Avant cela, elle s'était déjà enfuie de chez du père d'Édouard Louis qui l'a violentée et qui était alcoolique, et elle se retrouve un peu dans la même galère. Et elle décide un jour d'appeler son fils, et en fait son fils il est pas là. Il est où? Aux Pays-Bas? Je sais pas où il est. Bah, il est pas là. Il est en voyage pour son travail, voilà, c'est vraiment une situation réelle. Et en fait, il va tout faire pour l'aider à distance. Donc c'est très étrange. Il est sans filtre, je trouve. Alors moi, je connais pas, c'est la première fois que je lis sa plume. Il est sans filtre. Il tente d'analyser ce qui lui arrive et comment il gère la situation. Il tente d'aider sa mère comme il le peut, sans forcément se brûler les ailes, parce qu'on sent qu'il en a bavé quand même. Et il va aussi nous parler de la relation avec sa sœur, qui a été très conflictuelle pendant plusieurs années, mais qu'il va retrouver dans ce texte-là. Et ah là, à un moment, j'ai eu des frissons. Il a réussi à me mettre des frissons. Je ne vais pas vous dire à quelle occasion, parce que c'est presque à la fin du texte. En même temps, ce n'est pas des livres où on spoil quoi que ce soit, mais à un moment, sa mère se retrouve sur le devant d'une scène. Et à ce moment-là, j'ai eu des frissons, ça m'a foutu des frissons, cette scène-là. Je ne sais pas si vous l'avez lu, si vous aussi. Il a réussi à faire ça. Alors moi, alors déjà, je ne savais pas qui il était. Je ne savais pas à quoi il ressemblait. Pour moi, c'était une personne assez âgée. Pas du tout. Il est assez jeune en fait, hein. C'est assez impressionnant. Bon, bref. Ça m'a étonnée en fait. C'est pas une écriture. C'est pas une écriture. Je ne voyais pas sa tête en le lisant. Voilà, donc j'étais très étonnée de voir à quoi il ressemblait. J'ai envie d'aller l'écouter. Ma mère m'a dit va l'écouter, voir comment il parle de ses livres, c'est intéressant. J'ai envie de lire autre chose. Ça a bien fonctionné. En fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'il était... Alors, comment dire? Forcément, c'est une autobiographie, donc tout ce dont il parle le touche extrêmement. Mais il reste... C'est marrant parce qu'il reste quand même en extérieur de sa propre histoire. Enfin, du moins là, de l'histoire de sa mère. On le voit quand même effleurer des failles de douleur, de ressentiment, etc. Et je trouve que justement, il a une plume originale qui m'a plu. Un peu... C'est ce qu'il disait. Il y a un moment, il nous prend à part, lecteur, en nous disant j'aurais presque écrit ce texte en faisant la liste de tout ce que ça m'avait coûté de sauver ma mère, mais en mettant les prix, vous voyez, un peu vraiment je liste et en fait ça représenterait le prix d'une évasion, d'une femme qui est totalement sous l'emprise psychologique, physique et morale d'un homme qui s'acharne sur elle. Et il trouvait ça intéressant, mais il ne l'a pas fait parce qu'il s'est dit que ce serait trop froid
mais quand même, ça se sent en dessous qu'il avait envie de le faire. Parce que je pense que c'est le reflet aussi de lui-même, quoi, de la façon dont il pense. En fait, ce qui m'intéresse, c'est m'a intéressé de voir comment il pensait. J'étais curieuse, et donc maintenant j'ai envie d'aller voir d'autres choses. J'ai envie de lire L'Effondrement, qui est son dernier, qui est apparemment extrêmement difficile, puisque je crois qu'il y parle de son désamour pour son plus jeune frère qui est décédé. J'ai envie d'aller voir d'autres choses, et puis apparemment il a aussi écrit déjà... Il a écrit déjà pas mal de bouquins, dis donc. Il a écrit déjà un premier texte sur sa mère, sur la façon dont elle a quitté son père. Donc voilà, je pense que je vais relire. Alors j'ai corné un moment. Ah oui, j'ai trouvé ça super intéressant. Parce que effectivement, il dit que c'est très lié au fait d'avoir de l'argent. Il a pu l'aider vraiment parce que lui, il avait de l'argent. Et Édouard Louis, c'était un transfuge de classe. Donc c'est vraiment une... voilà, c'est vraiment... Sa mère, elle n'a jamais travaillé. Son père, je ne sais plus ce qu'il faisait. Il en parle très peu. Sa sœur, elle est boulangère. Et lui, en fait, c'est un peu le seul qui a fait des études et qui, du coup, est allé vers la littérature et a fait des hautes études. Et je vais juste vous lire un passage parce que je trouve ça super intéressant, où il parle vraiment de la relation entre l'argent et le fait d'avoir la possibilité de fuir. Je pourrais aussi le formuler comme ça. C'est parce que j'avais souffert dans mon enfance que j'avais écrit des livres, qui avaient engendré des conflits avec ma famille, mais qui paradoxalement me permettaient d'aider ma mère dans sa fuite et sa réinvention. Je pourrais dire, 2 points à la ligne, pas de souffrance dans mon enfance, égale pas de livres publiés, égale pas d'argent, égale pas de liberté possible. Je pourrais dire que la souffrance et la liberté sont les 2 moments d'un même processus, les 2 mouvements d'une même partition. Je pourrais dire enfin que je n'ai jamais connu de liberté qui ne soit en même temps un arrachement à la violence et donc qui n'en soit également et d'une certaine manière le prolongement. Bravo monsieur, c'est assez impressionnant, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé, vraiment. Alors, je suis quand même un peu restée sur ma faim, en fait j'ai envie d'en lire plus. Vous voyez, ça me fait une drôle d'impression. Je lui ai mis 16, je lui ai pas mis 17 parce que c'est pas un coup de cœur. Je trouve qu'il y a aussi... je ne sais pas en fait si cette personne est capable d'écrire autre chose que sa vie. Je ne lui demande pas forcément de le faire, je ne lui demande pas que ce soit le cas parce que, effectivement, par exemple, comment est-ce qu'elle s'appelle, hein, celle que tout le monde aime et que moi j'ai du mal. Je vous le mets là. Vous voyez, cette autrice que tout le monde adore et moi, j'y arrive pas. Parce que elle parle que d'elle-même pour raconter des choses qui sont autant sociales, effectivement, que culturelles. Voilà. Et c'est un peu le même genre. Hein. Sauf que là, ça marche pour moi. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. La plume, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il va falloir que je comprenne pourquoi. C'est pour ça, je vous dis, il faut que je lise d'autres choses. Hein? Et sinon, j'ai lu un livre recommandé par ma bibliothécaire, qui s'appelle Ambre. J'ai entendu la fois une personne qui disait « Mais Ambre, où je mets ça où ?» Voilà, elle s'appelle Ambre. Donc Ambre m'a conseillé ce livre sur notre exploration du mot « livre ». Voilà. Donc c'est Michael Olivier, qui est français, qui a publié ça chez La Martinière. C'est Celui qui n'aimait pas lire, qui est aussi une autobiographie. Hein. Voilà. À destination de la jeunesse. Il y a 2 parties dans ce bouquin. Il y a une partie qui fait un peu écho à comme un roman de Daniel Pénac, où il parle de sa propre enfance, où l'école lui a imposé des lectures, ses parents lui ont imposé des lectures, tout le monde lui a imposé des lectures, et lui il a fait un énorme boycott de la lecture. Comme un peu mange tes épinards, non j'ai pas envie, voilà, je fais pas parce que je me construis là-dessus et que je supporte pas qu'on m'oblige à faire des choses. Et il explique que si on lui avait interdit de le faire, peut-être qu'il aurait lu, surtout qu'il voyait son grand frère dévorer des livres, qu'est-ce qu'il lisait? Enfin, il y a beaucoup de références littéraires. Son frère lisait du Victor Hugo, etc. Très très jeune. Et puis, donc, il aimait pas l'école, il aimait pas ce qu'on lui imposait à l'école. Parfois, il faisait l'école buissonnière à tel point que, voilà, sa vraie liberté, c'était ça. Et à un moment où il fait ça, un jour, il va aller au cinéma.
et il va découvrir une grande passion pour le cinéma, et donc au lieu de dévorer des livres, il va dévorer des films, des séries, etc. Et puis petit à petit, par exemple, il prend l'exemple du vieil homme et la mer, un film qu'il voit avec ses parents, et son père le lendemain lui dit bah écoute, je lis ça, peut-être ça va te plaire, et en fait il lui donne le roman du vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway, et ça va lui ouvrir la porte parce qu'en fait il va se rendre compte qu'en ouvrant les premières pages, il retournait dans ce film qu'il avait tant apprécié, et c'est par le cinéma donc qu'il va commencer à aimer lire. Et cette deuxième partie du roman, c'est justement comment est-ce qu'il a découvert la littérature et comment il a rattrapé tout ce qu'on lui avait conseillé, comment il a remercié son frère, ses parents, ses amis de lui avoir conseillé des livres qui lui ont apporté chacun quelque chose. Il y a une grande partie où il cite des grands passages de textes. Là, ça c'est vraiment des citations de bouquins. Là, de Candide particulièrement, etc. Là, on a Pêcheur d'Islande. Il y a vraiment, il va nous citer des passages de livres qu'il a adoré. La Perle de Steinbeck, que j'ai dans ma pile à lire d'ailleurs, qu'il faudrait que je lise. Ça m'a donné envie de l'ouvrir. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il a construit son livre. Alors, j'ai bien aimé la première partie où j'ai retrouvé, par exemple, des sujets qui m'intéressaient, puisque je vous dis, c'est un peu le même genre que comme un roman Daniel Pennac, mais avec un exemple. Il n'y avait rien d'extraordinaire, mais voilà, c'était plutôt sympa. Et la seconde partie, j'ai moins aimé. Je me suis un peu ennuyée. J'ai trouvé que les citations étaient beaucoup trop longues et que lui, ce qu'il racontait, c'était pas forcément intéressant. La deuxième partie, et dans tout le texte d'ailleurs, il surligne certains passages comme s'il voulait vraiment qu'on les retienne. Par exemple, je ne lis pas vite. Si on lit, c'est qu'on a le temps de lire. Alors il faut savoir le prendre et le faire durer. Donc c'est vraiment des pensées qu'il a lui-même, mais aussi des maximes qu'il veut partager. Sauf que j'étais pas toujours d'accord avec ce qu'il écrivait. Donc du coup, pour faire un petit peu un résumé, je pense que c'est sympa de le faire lire aux jeunes, notamment s'ils n'aiment pas lire, mais il faut il faut quand même qu'ils aient envie d'essayer de le lire. Je vais voir si je vais essayer de le proposer à Simon, mon aîné, qui est dans ce cas, qui n'aime pas lire, mais qui lit beaucoup de choses, qui lit beaucoup de mangas, de pièces de théâtre. Alors c'est marrant, il en parle aussi, il disait que lui, il lisait des pièces de théâtre. Mais c'est de la lecture, ça. En fait, lui, il a l'air de dire que c'en est pas. Mais moi, je suis pas trop d'accord. Voilà. Et puis, je vous dis, la seconde partie m'a plus ennuyée parce que... en fait, je trouve que du coup, le titre fonctionne pas. Celui qui n'aimait pas lire, alors certes, il aime pas lire, puis ensuite, il va aimer lire. Et puis, comment est-ce qu'il va en devenir écrivain? Son parcours d'écrivain aussi est assez déroutant, à mon sens. Bon, voilà, pourquoi pas. Non, mais c'était sympa, mais c'était pas non plus exceptionnel. Voilà. Alors, qu'est-ce que je lis maintenant? Je vais vous chercher ce que je lis. Deux choses. Je lis toujours L'Homme du Soir. Je me fais souvent des petites découpes, des sortes de chapitrages que je lis, puis ensuite, comme ça, je change de bouquin parce que j'aime bien. Voilà. Mais là, force est de constater que j'adore et que j'ai enlevé le dernier marque-page parce que j'ai trop envie de lire la suite. Donc, je vais terminer ce roman pour pouvoir en lire un autre après. Donc, pour le moment, j'ai que celui-ci que je vais terminer entre aujourd'hui et demain. J'ai aussi toujours Un voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline que je lis petit à petit. Et en BD, je suis sur Lennon de Funkinos, Corberan et Horn chez Marabule. Voilà, que je vais terminer aussi prochainement et dont je viendrai vous parler. Voilà, et quand j'aurai fini L'Homme du Soir, j'aimerais lire ça, peut-être alterner entre ces deux-là. Voilà. Et j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à remplir ce sac-là. Vous voyez ce sac? J'ai mis les 7 livres que je vais lire pour mon 7 jours 7 livres que j'organise sur le Discord. Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez. Ça commence le 22 jusqu'au 28, si je ne dis pas de bêtises. Ça commence le samedi jusqu'au vendredi d'après, donc le dernier jour de février. Et je voudrais mettre aussi 7 graphiques, mais là pour le moment, j'en ai pas 7. Donc je vais voir pour le moment, je ne sais pas trop. Voilà, donc je viendrai vous parler de L'Homme du Soir et puis encore d'un prochain roman. Et ce sera la fin de cette vidéo. Donc je vais vous laisser là. On se retrouve un petit peu plus tard.
Hello. J'espère que vous allez bien. On est samedi. Nickel. Ah, j'ai pas ma montre, tiens. Il doit être 10h30, quelque chose comme ça. On est en train de préparer plus ou moins les valises des garçons qui vont partir quelques jours chez mon beau-père. Et on va l'emmener d'ailleurs, donc on va aller passer le week-end un peu... Enfin non, pas le week-end. On va aller déjeuner à la campagne. Et ça va être sympa parce qu'en plus il fait beau. Donc je pense qu'on va peut-être se balader un petit peu. J'ai fini de lire des choses, donc je pense que je vais clore ici cette vidéo pour en tourner une autre par la suite. Donc je viendrai vous parler de ça. Déjà, pépite, énorme pépite. J'ai lu L'homme du soir de Mo Hayder. Donc c'est le second tome de Birdman. Mo Hayder qui est une autrice anglaise qui est morte, hein, qui est décédée depuis un moment, qui avait une plume extrêmement sombre. Et alors je suis allée voir un petit peu ce qu'elle avait fait auparavant. Elle a eu 1000 vies, cette femme. Et elle est morte d'une... Je pensais qu'elle était morte, genre qu'elle était suicidée ou quoi. Mais non, elle est morte d'une maladie neurodégénérative. C'est un peu triste parce que vraiment, moi j'adore. Alors, c'est trash. C'est du thriller extrêmement émotionnel. C'est très... ça va mal vous... C'est vraiment pour les cœurs bien accrochés. Mais moi j'adore. Alors, j'ai pleuré. J'ai frissonné, j'ai vraiment adoré. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans. C'est toujours difficile, je trouve, de retrouver des personnages et de retourner dans une enquête. Le pitch de l'enquête, c'est, ça commence déjà tout de suite, on rentre dans le dur du sujet directement. Donc on a Jack Caffery, qui est notre personnage qui a, à ce moment-là, il sort juste de l'enquête précédente et donc il est toujours traumatisé, il a sauvé son... Ah non, faut pas que je vous spoil, je vais pas vous raconter. Bref, il y a... Non, je vais pas vous raconter, parce que sinon ça va vous spoiler le premier. Donc je peux pas trop vous en dire, mais il sort vraiment déstabilisé de la précédente enquête. Et il a pas été super clean, ça je peux vous le dire. Mais il continue et il est doué, donc il continue. Et il est appelé sur une nouvelle enquête qui se passe dans un parc de Londres. En fait, un homme et une femme ont été retrouvés dans leur maison. Ils ont été enfermés, malmenés. Lui, il est à l'article de la mort. Elle, pour le moment, elle ne peut pas parler. Et on sait juste que leur fils a été... Josh, il a été... il est parti en fait avec son kidnappeur et on ne sait pas où il est. Par contre, on sait que potentiellement il est dans le parc. Et donc il y a une urgence tout de suite au début de l'enquête d'essayer de le retrouver. Et Jack Caffery, il fait tout. Donc il y a vraiment cette urgence, une sorte de, comment dire, de catharsis là autour de ce parc. Et il sait que s'il ne le trouve pas dans les 24 ou 48 heures, il y a des chances pour qu'il soit mort. Et voilà, donc c'est comme ça que ça commence l'enquête. On sait que c'est un enfant qui a certainement été abusé sexuellement par un adulte, ce personnage qu'on cherche et qu'on va très vite appeler le troll. Voilà. Il y a ça. En parallèle, il y a son histoire à Jack Caffery, notamment avec son frère qu'il a perdu. Enfin, il s'est perdu, son frère. Il est parti un jour, on ne l'a jamais retrouvé. Et il a toujours pensé que c'était son voisin de la maison dans laquelle il habite encore aujourd'hui qui était mêlé dans l'histoire de sa disparition. Voilà, donc voilà, il y a beaucoup de sujets sensibles qui se mêlent et elle est très douée pour nous faire trembler. Et nous mettre aussi... Alors on suit pas toujours notre personnage principal, parfois on suit une famille, justement, une autre famille, le père, la mère et le fils, dans une autre maison qui viennent d'habiter à côté de ce parc dont on parle, et avec cette ambiance un petit peu troublante, tragique qui règne, et il va se passer des choses atroces. Et c'est là que je ris parce que c'était vraiment... Il y a une scène... Alors moi, dès qu'il y a des animaux, ça me fait pleurer. Dès qu'il y a des animaux qui, bien sûr, qui sont dans des conditions atroces, ça me fait pleurer. Et là, j'ai fondu en larmes dans une scène.
voilà, que vous lirez peut-être. Et alors, la scène finale, il y a une scène finale forcément, un cataclysme final. Oh là là, mais j'étais tremblante, j'étais avec lui à essayer de voir comment est-ce qu'il allait s'en sortir. C'était vraiment assez impressionnant. Voilà, j'ai adoré. À nouveau, je comprends pas pourquoi sur un livre addict, il n'est pas très bien noté. Moi, je comprends pas. Je trouve que c'est excellent. J'ai mis 19, je crois, parce que j'étais vraiment emballée. Je vais acheter, je pense, prochainement le suivant. Je crois que c'est Skin, mais je suis pas sûre. Je vous mettrai la couverture ici du prochain, qu'il faut que je trouve en occasion, parce que voilà, ça c'était une occasion que j'avais acheté à la bourse aux livres, mais qui est vraiment dans un mauvais état. Ouais. L'étiquette, j'ai pas réussi à l'enlever et tout. C'est pas agréable parce que quand on tient notre livre comme ça, moi je sentais toujours l'étiquette abîmée et j'aime pas ça. Par contre, le dos n'est pas cassé et je pense que c'est là-dessus qu'ils calent leur état sur ce site. Donc le dos n'est pas cassé, mais il est quand même un peu pourri. Voilà. Donc le prochain, on va voir. J'irai peut-être voir chez Gibert s'ils l'ont. J'ai jamais regardé. Sinon, alors après ça, bah, ça a été super dur. Quand je l'ai lu, je l'ai fini genre mardi soir. Où est-ce que je l'ai fini? Non, jeudi soir à 19h30. Et après, j'avais plus envie de rien lire. C'était très dur. Vous savez, quand vraiment il y a un bouquin qui vous a plu, bah, des fois on se dit, oh là là, mais tout ce que je vais lire après, ça va pas fonctionner. Et j'ai ouvert Meurtre entre sœurs de William Marsh, que j'ai pris à la bibliothèque, et je ne suis pas allée très loin, parce que bah, ça m'est tombé des mains. Alors je pense que c'est intéressant, mais c'est juste que bah, il a eu le destin tragique de passer après L'Homme du soir, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de L'Homme du soir pour terminer, le titre qui, je trouve, est complètement bancal, la traduction du titre, le titre initial, c'est The Treatment. Oui, ils auraient dû garder, je sais pas pourquoi ils n'ont pas dit le traitement, quoi, pour la traduction. Voilà, bah, je peux pas vous dire pourquoi, mais L'Homme du soir, je comprends pas. Non, vraiment, je comprends pas parfois la traduction chez Pocket. Bref, celui-là, ben... alors c'est dommage parce qu'il est, je crois, dans mon calendrier, dans la consigne des livres avec le mot meurtre. Alors du coup, si vous avez un super bouquin à me conseiller avec le mot meurtre, peut-être que je regarde dans la saga de Jack Kerouac s'il y en a un qui a le mot meurtre. Voilà, donc sinon j'irai chiner chez Gibert voir si je trouve quelque chose. Mais si vous avez des recommandations, parce que celui-là, bah, il n'est pas passé. J'ai une autre possibilité à ma bibliothèque, c'est celui-ci, je me souviens plus comment il s'appelle. Donc je testerai. Ne me conseillez pas des polars du genre Agatha Christie, parce que ça me plaît pas trop les Agatha Christie. J'aime pas trop les enquêtes policières, juste policières. J'aime pas trop ça, je préfère les thrillers. Voilà. Bon, sinon, en parallèle, j'ai fini l'écoute de La planète des singes de Pierre Boulle, édité ici chez PKJ, et j'ai adoré, vraiment. C'était super. Alors l'histoire, bah, je la connaissais, j'ai vu les 2 films qui ont été faits, j'ai aimé les 2 films. Donc oui, je vous parlais de La planète des singes. En fait, j'ai adoré l'écouter. Je pense que j'aurais pris tout autant de plaisir à le lire. C'était vraiment très 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 chouette. Je ne vais pas forcément vous raconter l'histoire. Mais dans le texte, je pense qu'il y a le truc en plus du fait que... je sais pas si je me souviens plus si dans le film c'est le cas. La première scène se passe dans l'espace avec des personnages qui sont en vacances. Ils sont en vacances dans une sorte de bateau dans l'espace. Ça, c'est quand même un peu particulier. Et ils découvrent flottant dans l'espace, dans l'atmosphère, enfin je sais pas trop où ils sont parce qu'ils sont pas dans notre système solaire. Ils découvrent une sorte de bulle, enfin je sais pas comment ça s'appelle. Et en fait à l'intérieur il y a un carnet qu'ils vont lire, et ce carnet c'est le témoignage de notre personnage principal qui raconte son histoire quand il est arrivé
sur la planète... comment est-ce qu'elle s'appelle? Bételgeuse. Sur la planète Bételgeuse. Et on est en 2500. Voilà. Et j'ai adoré la partie qui est plus longue que dans le film, quand ils arrivent sur cette Bételgeuse et qu'ils découvrent les autres humains. Ça, j'ai trouvé ça assez génial. Et la rencontre avec Nova, etc. Voilà, moi j'ai trouvé ça excellent, excellent. Donc c'est du très bon jeunesse, c'est à partir de 13 ans. Et j'aimerais bien que mes garçons le lisent. On va voir, peut-être. Mais franchement, je pense que ça peut vraiment leur plaire. Donc c'est génial. Les deux. Bon, allez, je continue. Sinon, après, j'ai lu une BD, Lennon, de David Fuenquinos, Corberan et Horn chez Marabule. Une BD que j'avais achetée à la brocante. Oh non, t'étais pas avec nous. Non. Quand on était allé à Saint-Cloud, à la brocante de Saint-Cloud. Ah, c'était pas avec vous, justement, je devais réviser ou travailler un truc. Bref. Oui, je vais faire mon matin. Du coup... Tu veux que je ferme la porte parce qu'il faut un peu de bruit en bas? Non, c'est bon. Du coup, j'ai lu Lennon. Je savais pas trop... Te casse pas la figure. Hein. T'en descends deux? Oui, t'inquiète pas. Donc, ouais, je savais pas trop sous quelle langue ça allait être abordé. Alors, faut savoir que moi, les Beatles, j'aime bien, je les ai beaucoup joués à la guitare. C'est un peu des trucs que je jouais quand j'étais adolescente à la guitare et sur lesquels on chantait beaucoup avec mes copains et tout ça, etc. Et avec les enfants, je leur ai chanté aussi des chansons, tout ça, parce que c'est simple. Et donc, sinon, c'est pas une musique que j'écoute particulièrement. Je reconnais l'empreinte historique dans la musique du groupe, mais je trouve ça pas forcément exceptionnel. Et le personnage de John Lennon est pas forcément mon personnage préféré, dans le sens où sa relation un peu mystique là, avec Yoko et tout ça, ça m'a toujours un petit peu énervée, ou exaspérée plutôt qu'énervée, exaspérée. C'est pas un personnage que j'aime particulièrement. Voilà. Je préfère Paul McCartney, vous voyez. Mais voilà, donc là, c'est l'histoire de John Lennon. C'est une BD qui est en noir et blanc, qui se présente comme ça, et qui, en fait, est le récit de sa vie qu'il raconte à un psychologue. Et il met enfin les mots sur sa vie, parce qu'il a énormément de failles, etc., de troubles psychologiques liés à son trop de notoriété, trop de toutes choses. Et voilà, donc... alors, est-ce que j'ai apprécié? Pas particulièrement. Pour moi, c'est une... Alors, déjà, je pense que parce que j'aime pas trop le personnage. Les dessins, je les ai trouvés intéressants, mais vous savez, il y a des trucs qui m'ont un peu énervé là-dedans. C'est... la reprise de... Il y a certaines images qui sont reprises, qui sont réutilisées tout le temps. Alors par exemple, là, ce dessin de la psy dont on ne voit pas le visage, il est repris tout le temps. J'essaie de vous retrouver... mais il y a des images comme ça qui reviennent tout le temps. Par exemple, celle-ci, et on change de texte. J'ai pas forcément... apprécié les dessins. J'essaie de retrouver, mais par exemple cette image de la guitare aussi, elle revient souvent. Et en fait, je pense que c'était pour donner un rythme dans l'histoire, mais j'ai pas trouvé ça pertinent. Justement, ça a accroché mon regard plus qu'autre chose. Et ça m'a énervé un peu comme une faute d'orthographe dans un texte écrit ou un problème d'impression. Vous voyez, ça fait un peu genre... ça m'énerve. Après, je pense que c'était pas facile d'écrire sa vie parce que ce qu'il a vécu, c'était pas forcément rigolo. Hein. Il est passé par beaucoup d'étapes de désamour de lui-même, beaucoup de désamour de lui-même et d'étapes de questionnement, etc., de relations toxiques avec des gens. Il a été perdu,
il était perdu avec trop de notoriété, puis d'un coup plus rien. Il s'est drogué, il était violent même parfois. Et voilà, j'ai pas aimé, j'aime pas particulièrement le personnage, et lire son histoire, bah, c'était intéressant en soi de lire son histoire, d'en savoir un petit peu plus, bien que j'ai pas l'impression d'avoir appris énormément de choses, parce que je pense que tout le monde connaît un petit peu son histoire, et j'aurais voulu peut-être un parti pris dessin un peu plus engagé. La couverture est splendide, hein, franchement, mais j'ai pas trouvé ça... par exemple, le fait qu'on voit pas trop ses yeux, je trouve que son expression... Vous voyez par exemple là, le fait que cette image-là soit la même que celle-là, mais avec un focus, ça m'énerve. Pourquoi? Ça me faisait presque penser, vous savez, à Fab Caro. Et il y avait un côté aussi, ils ont voulu un côté humoristique, mais que j'ai trouvé assez pathétique. Voilà, bref. J'ai pas trop apprécié. Je crois que j'ai mis 14 ou 15. C'est un peu raté pour moi, mais je pense qu'on peut, je peux comprendre qu'on puisse l'aimer, donc ça se trouve ça pourrait vous plaire, mais moi ça m'a pas touché particulièrement. Voilà. Et puis bon, bah, entre hier et aujourd'hui, j'ai lu les tomes 12 et 13 de la saga Les Liens du Sang de Shuzo Oshimi, édité chez Kiyun. C'est génial, c'est en train de prendre... alors on est dans le tome 13 notamment. Notre personnage principal a grandi, Seiko. Bref, notre personnage principal a grandi, il a passé la trentaine. Il s'est passé des choses importantes dans ce tome-là. Une confrontation avec sa mère. Je ne peux pas trop vous en dire, mais il y a une évolution dans le processus narratif. Et c'est génial. Et il y a des images horrifiques. Ça commence, le tome 13 commence avec des images d'effondrement. Que je trouve juste incroyable. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Voilà, donc notre Seiichi, il est dans une chambre là, tout seul. Bah, il va pas bien. Moi, je peux vous le dire. C'est superbe. Les dessins sont splendides. C'est une saga. Bon, après, c'est pas un sujet facile, hein, c'est pareil. Il faut croire que j'aime bien ça. Mais c'est traité d'une façon... je sais pas comment dire, hyper sensoriel. Oui, voilà, je trouve que les dessins sont très, très sensoriels, très... ils ont une puissance d'expression. Bref, quand Seiichi parle de sa mère ou pense à sa mère, il se met dans des états de transe ou de fébrilité qui sont totalement déstabilisants. Et le dessin appuie là-dessus et c'est génial. Franchement, c'est génial. Là, je commence à me dire, en fait, je crois qu'il y a 16 tomes qui sont sortis. Et il en sort 2 par an. Et je suis en train de rattraper et je me dis, mais comment je vais faire quand je n'aurai pas la suite, quoi? Parce que moi, en fait, j'aimerais que ça soit terminé pour que j'ai la fin de l'histoire. Enfin, j'aimerais que ce soit terminé. Pas vraiment, parce qu'en même temps, je trouve ça génial. Mais... Et je trouve que c'est très bien construit, c'est-à-dire que les 13 tomes, là, chacun a apporté une pierre à l'édifice pour raconter l'histoire. Et ça, c'est génial. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour de toutes ces lectures. Je vais vous laisser là. Je vais aider les garçons à préparer leur valise. Et on se retrouve dans un prochain carnet lecture très vite. Je pense que je vous ai parlé de 4 romans, mais je suis pas sûre de moi. Peut-être 3, je sais pas, on verra. Ah oui, je peux vous dire ce que je vais lire maintenant. Oui, ça peut être intéressant. J'ai entamé un tout petit peu Le temps d'après de Jane Egland. Je suis trop contente d'y retourner. Voilà. Je vais lire le manuscrit inachevé de Franck Tillier en audio, en duo avec Marlène Minimalou sur le Discord. Si vous voulez nous rejoindre, ça commence lundi. Je vais peut-être aussi commencer 6h41 de Jean-Philippe Blondel dans la catégorie ça passe ou ça casse. Parce que... et puis aussi, je crois qu'il est dans un... Comment ça s'appelle? Dans le calendrier ou dans un Vox Live, je sais plus. Dans des catégories où il y a des chiffres dans les titres, puisque là c'est 6h41 le chiffre. Je sais pas ce que c'est ça. Je suis en train d'enlever un scotch et ça m'énerve. Ah ouais, parce que c'est un livre d'une bibliothèque. D'ailleurs, je vais aller chez mon beau-père et il y a une boîte à livres.
Et souvent, la bibliothèque de Serincourt, qui est à côté, dépose des livres. Donc, on va voir. Si la bibliothèque l'a acheté, c'est que peut-être c'est intéressant. Je ne connais pas la plume de Jean-Philippe Blondel. Et enfin, je vais lire L'Attaque des Titans, le tome 2, qui a été choisi par mon fils ce mois-ci. Pour moi, voilà. Donc les challenges avancent petit à petit. J'ai mis de côté déjà les livres et les BD pour le 7 jours 7 livres qui commencera le samedi 22. Ce que je veux faire, c'est peut-être faire un petit vlog avant le 7 jours 7 livres. Donc c'est pour ça que je m'arrête ici et je vous parlerai de mes petites lectures avant le samedi de la semaine prochaine. Donc de samedi à vendredi, je vais ouvrir un nouveau vlog. Cette fois, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas pour me soutenir de mettre un petit pouce si vous pouvez et un petit commentaire ou dites-moi ce que vous êtes en train de lire en ce moment, si ça vous plaît ou non. Ou si vous avez la difficulté comme moi, après un bouquin qui vous fait trembler de frissons ou quoi, de passer à une autre lecture qui, vous le savez, ne va pas vous atteindre autant. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous.